Histoire la tablette en bois. Oui, mon garçon, quoi qu'il arrive, assure-toi de conserver cette tablette. C'est la seule chose qui nous reste qui vaille la peine d'être gardée. Le père de Kaonkyu partait justement pour la ville, pour être absent toute la journée. Il avait parlé à Kaonkyu de certains travaux dans Petit Jardin, car le garçon était une aide forte et volontaire. Très bien, père. Je ferai ce que tu me diras. Mais supposez que les soldats étrangers viennent pendant votre absence? J'ai entendu dire qu'ils étaient hier à Tangshu et qu'ils ont incendié le village. S'ils doivent venir ici, que dois-je faire? Monsieur Lin rit de bon cœur. Eh bien, il n'y a rien ici à brûler, si l'on en arrive à cela. Une maison en terre battue, un toit d'herbe et un tas de litière en lambeaux. Point. Ils ne dérangeront sûrement pas ma petite cabane. C'est du butin qu'ils recherchent, de l'argent, ou quelque chose qu'ils peuvent vendre. Mais, père, insista le garçon, n'as-tu pas oublié? Vous ne souhaiteriez sûrement pas qu'il brûle la tablette de votre père? Très bien. Pour le moment j'ai oublié. Oui. Oui. Mon garçon. Quoi qu'il arrive, sauvegarde la tablette. C'est la seule chose que nous ayons qui vaille la peine d'être gardée. Sur ce, Monsieur Lin sortit par la porte, laissant Kaonkyu tout seul. Le petit homme avait à peine 12 ans. Il avait une vue claire et ensoleillée, visage et un cœur heureux. Être laissé seul ne signifiait pas pour lui larmes et oisiveté. Il entra dans la pauvre petite maison et resta un moment à regarder sérieusement la tablette en bois. Elle était sur une étagère dans la cabane d'une seule pièce, un morceau de bois oblong d'environ 12 pouces de haut, enfermé dans une caisse en bois. À travers le paravent sculpté sur le devant, Kaonkyu pouvait voir le nom de son grand-père écrit en caractères chinois sur la tablette. Depuis son enfance, on avait appris à Onkyu à regarder ce morceau de bois avec un sentiment de révérence. L'esprit de ton grand-père est à l'intérieur, avait dit un jour son père. Tu dois adorer son esprit, car c'était un homme bon, bien mieux que ton père. Si je lui avais obéi en toutes choses, moi, son fils unique, je ne devrais pas vivre maintenant dans cette misérable hutte. Mais n'a-t-il pas vécu ici aussi? Demanda Kaonkyu avec surprise. Oh non. Nous vivions dans une grande maison là-bas, dans un autre village, dans une grande maison avec un haut mur de pierre. Le petit garçon avait eu le souffle coupé en entendant cela, car il n'y avait pas de mur de pierre dans son village, et il sentait que son grand-père devait être un homme riche. Il n'avait plus posé de questions, mais depuis ce jour il avait plutôt peur de la boîte en bois sculptée dans laquelle était censé vivre l'esprit de son grand-père. Ainsi, ce jour où son père le laissait seul, le garçon restait debout à regarder la tablette, se demandant comment l'esprit d'un grand homme pouvait se faufiler dans un si petit espace. Il sortit son doigt avec précaution et toucha le fond de la boîte, puis recula, à moitié effrayé par sa propre audace. Aucun mauvais résultat ne suivit. Il semblait comme n'importe quel autre morceau de bois. Un peu perplexe, il sortit de la maison dans le petit jardin. Son père lui avait dit de replanter quelques jeunes choux. C'était un travail que Kaonkyu avait fait plusieurs fois d'abord. Il rassembla un panier de plumes de poulet, car son père lui avait dit que quelques plumes placées aux racines de la jeune plante feraient plus pour la rendre forte et saine que tout ce qui pourrait être utilisé. Toute la journée, Kaonkyu travailla régulièrement dans le jardin. Il commençait à peine à se sentir fatigué lorsqu'il entendit une femme crier au loin. Il laissa tomber son panier et se précipita vers le portail. Au bout de la route, à l'autre bout du village, il aperçut une foule de femmes et d'enfants qui couraient çà et là,
Et. Point. Oui, il y avait les soldats, les redoutables soldats étrangers. Ils brûlaient les maisons. Ils volaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Or, la plupart des garçons auraient été effrayés et auraient pris la fuite sans penser aux conséquences. Kaangpyu, cependant, bien que, comme les autres garçons, craignait les soldats, était trop courageux pour s'enfuir sans avoir d'abord fait son devoir. Il a décidé de tenir bon jusqu'à ce qu'il soit sûr que les étrangers arrivaient dans sa direction. Peut-être se lasseraient-ils de leur jeu cruel et sortiraient-ils indemnes de la petite maison. Il observait, les yeux grands ouverts, l'œuvre du pillage. Hélas, ces hommes ne semblaient pas se lasser de leur amusement. L'une après l'autre, les maisons furent envahies et pillées. Les femmes criaient et les enfants pleuraient. Presque tous les hommes du village étaient partis dans un bourg éloigné, car aucun d'entre eux ne s'attendait à une attaque. Les voleurs se rapprochaient de plus en plus. Ils arrivèrent enfin à côté de la hutte de Kaangpyu, et il comprit que le moment était venu pour lui d'accomplir son devoir. S'emparant du panier de plumes de poulet, il se précipita dans la maison, arracha la précieuse tablette sur l'étagère et la cacha au fond du panier. Puis, sans s'arrêter pour dire au revoir à l'endroit qu'il avait connu toute sa vie, il se précipita hors du portail et dans la rue étroite. Tuez le gamin! Cria un soldat contre lequel Kaangpyu faillit se heurter dans sa précipitation. Posez le panier, mon garçon. Pas de vol ici. Oui. Tue-le! Cria un autre avec un grand rire. Il ferait un bon morceau de bacon. Mais personne ne le toucha, et Kaangpyu, tenant toujours fermement son fardeau, se retrouva bientôt loin sur la route sinueuse parmi les champs de maïs. S'il devait le suivre, il songeait à se cacher parmi les tiges de maïs géantes. Ses jambes étaient fatiguées à présent et il s'assit sous une arche commémorative en pierre près d'un carrefour pour se reposer. Où allait-il et que devait-il faire? Telles étaient les questions qui remplissaient le petit cerveau tourbillonnant du garçon. Il doit d'abord découvrir si les soldats détruisaient réellement toutes les maisons de son village. Peut-être que certains d'entre eux ne seraient pas brûlés et qu'il pourrait revenir la nuit rejoindre son père. Après plusieurs échecs, il réussit à escalader l'un des piliers de pierre et, depuis l'arc au-dessus, il put avoir une bonne vue sur la campagne environnante. À l'ouest se trouvait son village. Son cœur battait vite lorsqu'il vit qu'un grand nuage de fumée s'élevait des maisons. De toute évidence, les voleurs s'emparaient rapidement des lieux et il ne resterait bientôt plus que des tas de boue, de briques, de cendres et autres détritus. La nuit arriva. Kaangpyu descendit de son perchoir de pierre. Il commençait à avoir faim, et pourtant il n'osait pas rentrer chez lui. Et d'ailleurs, tous les autres villageois n'auraient-ils pas faim aussi? Il s'allongea au pied du monument de pierre, plaçant le panier à portée de main sur un côté. Bientôt, il s'endormit profondément. Il ne savait jamais depuis combien de temps il dormait. Mais il ne faisait pas encore jour lorsqu'il se réveilla en sursaut et regarda autour de lui au clair de lune. Quelqu'un l'avait appelé distinctement par son nom. Au début, il pensa que ce devait être la voix de son père. Puis, à mesure qu'il devenait de plus en plus éveillé, il comprit que cela ne pouvait pas être le cas, car la voix ressemblait à celle d'un vieil homme. Kaangpyu regarda autour de lui avec étonnement, d'abord les colonnes de pierre, puis l'arc au-dessus. Personne n'était visible. Avait-il rêvé? Alors qu'il se rendormait une fois de plus, la voix résonna à nouveau très faiblement. Kaangpyu. Kaangpyu. Pourquoi ne me laisses-tu pas sortir? Je ne peux pas respirer sous tout ce temps. Ses plumes, rapides comme un éclair, il comprit ce qui se passait.
Enfouissant sa main dans le panier, il saisit la tablette de bois, la sortit de sa cachette et la posa sur le socle de pierre. Merveille des merveilles. Là, sous ses yeux, il vit un petit individu, mesurant moins de 6 pouces, assis sur le montant en bois et balançant ses jambes sur le devant de la tablette. Le nain avait une longue barbe grise, et Kaangpiu, sans y regarder à 2 fois, comprit que c'était l'esprit de son grand-père décédé, revenu à la vie et revêtu de chair et de sang. Et, dit le petit homme en riant, alors tu pensais enterrer ton vieux grand-père dans des plumes, n'est-ce pas? Une tombe assez douce, mais plutôt malodorante. Mais, monsieur, s'écria Kaangpiu, je devais le faire, pour vous sauver des soldats. Ils étaient sur le point de brûler notre maison et vous qui y étiez. Là, mon garçon. Ne sois pas inquiet, je ne te gronde pas. Tu as fait de ton mieux pour ta vieille grand-mère. Si tu avais été comme la plupart des garçons, tu aurais pris la fuite et tu serais parti. Moi à ces diables marins qui mettaient à sac le village. Cela ne fait aucun doute. Vous m'avez sauvé d'une seconde mort bien plus terrible que la première. Kaangpiu frissonna, car il savait que son grand-père avait été tué au combat. Il avait entendu son père raconter cette histoire à plusieurs reprises. Maintenant, que proposez-vous de faire à ce sujet? Demanda finalement le vieil homme en regardant droit dans les yeux du garçon. Je fais ça, monsieur? Pourquoi? Vraiment? Je ne sais pas. Je pensais que peut-être dans la matinée, les soldats seraient partis et que je pourrais vous ramener. Mon père me cherchera sûrement. Quoi? Te chercher dans les cendres? Et que pourrait-il faire s'il te retrouvait? Ta maison est incendiée, tes poules emportées et tes choux foulés aux pieds. Une maison désolée où il reviendra. Tu ne serais qu'un de plus bouche à nourrir. Non. Ce plan ne fonctionnera jamais. Si votre père pense que vous êtes mort, il ira dans une autre province chercher du travail. Cela le sauverait de la famine. Mais que dois-je faire? Gémit le pauvre Kaangpiu. Je ne veux pas qu'il me laisse toute seule. Tout seul. Quoi? Tu ne comptes pas ton vieux grand-père? Tu n'es sûrement pas un jeune très poli. Même si tu m'as sauvé de la mort brûlée. Vous comptez? Répéta le garçon surpris. Pourquoi? Tu ne peux sûrement pas m'aider à gagner ma vie? Pourquoi pas? Mon garçon? Est-ce un âge où les vieillards ne sont bons à rien? Mais, monsieur, vous n'êtes que l'esprit de mon grand-père, et les esprits ne peuvent pas fonctionner. Ah. Écoutez simplement l'enfant. Eh bien, regardez, je vais vous montrer ce que les esprits peuvent faire, à condition que vous fassiez exactement ce que je vous dis. Bien sûr, promit Kaangpiu, car il était toujours obéissant. Et ce petit homme qui parlait si étrangement n'était-il pas l'esprit de son grand-père? Et en Chine, tous les garçons n'ont-ils pas appris à honorer leurs ancêtres? Maintenant, écoute, mon garçon. Tout d'abord, laisse-moi te dire que si tu n'avais pas été gentil, courageux et filial, je ne prendrais pas la peine de t'aider à sortir de ton malheur. Dans l'état actuel des choses, je n'ai rien d'autre à faire. J'ai rejeté votre père parce qu'il était désobéissant. Il vit depuis lors dans une masure sale. Sans doute, il a regretté ses méfaits, car je vois que bien qu'il ait été déshonoré par son éloignement de la maison familiale, il t'a appris à m'honorer et à m'aimer. La plupart des garçons auraient saisi une couverture ou un morceau de pain avant de fuir l'ennemi, mais tu n'as pensé qu'à ma tablette. Tu m'as sauvé et tu t'es couché le ventre vide. Pour ce courage, je vous rendrai la maison de vos ancêtres. Mais je ne peux pas y vivre, dit Kaangpiu plein d'émerveillement, si vous ne laissez pas mon père y revenir.
S'il s'en va, il aura beaucoup de mal. Je serai seul sans moi et je mourrai peut-être. Et alors je ne pourrai pas prendre soin de sa tombe, ni y brûler de l'encens au moment opportun. Tout à fait vrai, Kaangpyu. Je vois que tu aimes ton père ainsi que la tablette de ton grand-père. Très bien. Tu auras ce qu'il veut. J'ose dire que ton père est désolé à ce moment-là de m'avoir si maltraité. En effet, il doit l'être, dit le garçon avec sérieux, car je l'ai vu à plusieurs reprises s'agenouiller devant votre tablette et y brûler de l'encens les jours appropriés. Je sais qu'il est vraiment désolé. Très bien. Rendors-toi. Attendons le matin et je verrai alors ce que je peux faire pour toi. Ce clair de lune n'est pas assez brillant pour mes vieux yeux. Je devrais attendre le matin. À mesure qu'il prononçait ces derniers mots, le petit homme commençait à devenir de plus en plus petit sous les yeux de son petit-fils, jusqu'à ce qu'il finisse par disparaître complètement. Au début, Kaangpyu était trop excité pour fermer les yeux. Il resta un moment à regarder le ciel étoilé et à se demander si ce qu'il avait entendu se réaliserait vraiment, ou s'il aurait pu rêver toute l'histoire de la renaissance de son grand-père. Se pourrait-il vraiment que l'ancien bien familial soit restitué à son père? Il se souvenait maintenant qu'il avait entendu un jour son père dire qu'il vivait dans une grande maison située dans un beau complexe. C'était juste avant que la mère de Kaangpyu ne soit emportée par la fièvre. Alors qu'elle était allongée sur le lit de pierre grossier, sans aucun de ces conforts si nécessaires aux malades, Kaangpyu se souvint que son père lui avait dit « Quel dommage que nous ne vivions pas dans la maison de mon père. Là, vous auriez pu avoir tout le luxe. Tout est de ma faute. J'ai désobéi à mon père. » Peu de temps après, sa mère était morte, mais Kaangpyu se souvenait depuis de ces paroles et avait souvent souhaité en savoir plus sur cette maison où son père avait passé son enfance. Serait-il possible qu'ils y habitent bientôt? Non. Il devait sûrement y avoir une erreur. Les fées nocturnes de ses rêves l'avaient trompé. Avec un soupir, il ferma les yeux et se rendormit. Lorsque Kaangpyu se réveilla ensuite, le soleil brillait en plein visage. Il regarda autour de lui, se frottant les yeux d'un air endormi et essayant de se souvenir de tout ce qui s'était passé. Soudain, il pensa à la tablette et à l'apparition de son grand-père à minuit. Mais, chose étrange, le panier avait disparu avec tout son contenu. La tablette n'était visible nulle part et même l'arche de pierre sous laquelle il s'était endormi avait complètement disparu. Hélas! La tablette de son grand-père, comme il l'avait mal gardée. Quelle chose terrible allait se produire maintenant qu'il n'y en avait plus. Kaangpyu se leva et regarda autour de lui avec une surprise tremblante. Que s'est-il passé pendant qu'il dormait? Au début, il ne savait pas quoi faire. Heureusement, le chemin à travers les maïs était toujours là et il décida de retourner au village et de voir s'il pouvait retrouver des traces de son père. Sa conversation avec le vieil homme ne devait être qu'un rêve vain, et un voleur avait dû emporter le panier. Si seulement l'arche de pierre n'avait pas disparu, Kaangpyu n'aurait pas été aussi perplexe. Il se précipita sur la route étroite, essayant d'oublier l'estomac vide qui commençait à crier pour manger. Si les soldats étaient encore dans le village, ils ne feraient sûrement pas de mal à un petit garçon les mains vides. Il est plus que probable qu'il soit parti la veille. Si seulement il pouvait retrouver son père. Maintenant il traversait le petit ruisseau où les femmes venaient frotter leurs vêtements sur les rochers. Il y avait le grand mûrier où les garçons cueillaient des feuilles pour leur verre à soie. Un autre détour de route et il apercevrait le village. Lorsque Kaangpyu passa au coin de la rue et chercha les ruines des masures du village, un spectacle étonnant se présenta à son regard. Là,
Juste devant lui, se dressait un grand mur de pierre, semblable à ceux qu'il avait vus autour des maisons des riches lorsque son père l'avait emmené en ville. La grande porte était grande ouverte, et le gardien, sortant précipitamment, s'écria « Ah! Le petit maître est arrivé !» Complètement abasourdi, le garçon suivit le serviteur à travers le portail, traversa plusieurs larges cours, puis pénétra dans un jardin où poussaient des fleurs et des arbres étrangement tordus. C'était donc la maison que son grand-père lui avait promise, la maison de ses ancêtres. Ah! Que c'est beau! Que c'est beau! De nombreux serviteurs, hommes et femmes, s'inclinaient à son passage, saluant avec beaucoup de respect et s'écriant « Oui, c'est bien le petit maître. Il est revenu chez les siens. » Kaang Piu, voyant à quel point les serviteurs étaient bien habillés, eut très honte de ses propres vêtements en lambeaux et leva les mains pour cacher un endroit déchiré. Quelle ne fut pas sa surprise de constater qu'il n'était plus vêtu de vêtements sales et en lambeaux, qu'il était vêtu de la plus belle soie brodée. Il était habillé des pieds à la tête comme le jeune prince que son père lui avait montré un jour en ville. Puis ils entrèrent dans une magnifique salle de réception, de l'autre côté du jardin. Kaang Piu ne put retenir ses larmes, car son père attendait là pour le rencontrer. « Mon garçon, s'écria le père, tu es revenu vers moi. Je craignais qu'on ne t'ait enlevé pour toujours. » « Oh non, dit Kaang Piu, tu ne m'as pas perdu, mais j'ai perdu la tablette. Un voleur est venu la prendre hier soir pendant que je dormais. J'ai perdu la tablette. Un voleur. Mais non, mon fils, tu te trompes. La voilà, juste devant toi. » Kaang Piu regarda et vit, debout sur une belle table sculptée, la chose même qu'il avait pleuré comme perdue. Alors qu'il regardait avec surprise, il s'attendait presque à voir la petite silhouette balancer ses jambes par-dessus le sommet et à entendre la voix aiguë de son grand-père. « Oui, c'est bien la tablette perdue !» s'écria-t-il joyeusement. « Comme je suis heureux qu'il soit de retour à la place qui lui revient. » Alors le père et le fils tombèrent à genoux devant l'emblème en bois et s'inclinèrent 9 fois jusqu'au sol avec révérence, remerciant l'Esprit pour tout ce qu'il avait fait pour eux. Quand ils se levèrent, leur cœur était rempli d'un bonheur nouveau. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.